série Les 7 clés du bonheur en amour quand on est hypersensible. Alors, je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach et je travaille au sein du centre Anizen qui se trouve à Bulle. Nous consultons aussi bien à distance que sur place et je travaille avec mon conjoint Ricardo Rojas, également hypnothérapeute et coach. Alors, notre spécialité, c'est l'hypersensibilité. C'est vraiment le sujet qui m'anime et qui me passionne depuis maintenant de nombreuses années, en fait, depuis que j'ai appris que j'étais moi-même hypersensible. C'était environ en 2014 quand j'ai aussi commencé cette reconversion professionnelle. Disons que ça avait déjà commencé bien avant ça. J'étais déjà prête finalement à me lancer en 2014 et c'est à ce moment-là que j'ai fondé le centre Anizen. Alors, vous pouvez également me suivre sur Facebook. Il y a un groupe, en fait, dédié à l'amour hypersensible où on est déjà plusieurs personnes à en faire partie. Et j'ai vraiment à cœur de créer un espace de partage où on puisse se transformer et puis avancer, en fait, sur ce chemin vers l'amour. Et puis aussi, peut-être un petit peu cesser de mettre la faute sur l'hypersensibilité si ça ne marche pas dans nos amours, parce qu'au contraire, ma conviction et mon expérience m'ont montré que finalement l'hypersensibilité c'était plutôt une grande force, un atout, le fait d'avoir des émotions intenses, le fait d'être empathique, le fait d'avoir vraiment à cœur, d'aller au fond des choses, d'avoir envie d'harmonie, d'avoir envie de partager, en fait, c'est des atouts énormes pour créer des relations. Maintenant, c'est vrai que ça peut aussi nous jouer des tours, en particulier, on sait que dans les ruptures amoureuses, les hypersensibles souffrent plus, on sait que s'il y a des problèmes durant l'enfance, des divorces, ça les touche plus. La bonne nouvelle, je vous rassure, c'est aussi qu'on est plus réceptif aux thérapies, donc aucune fatalité là-dedans. Et puis j'en suis la preuve vivante en fait. Si j'ai envie maintenant de réorienter un petit peu aussi l'accompagnement sur l'amour en fait et les relations, en particulier les relations amoureuses, c'est que c'est vraiment été très difficile pour moi. On va dire que l'aspect scolaire, en tout cas à partir du moment où j'ai commencé mes études dans les sciences, ça a été plutôt très facile. Même finalement, de travailler dans l'industrie, j'avais un relatif succès. Après, j'étais pas du tout épanouie, mais ça, c'est une autre question. C'est plutôt en lien justement avec une quête de sens. Donc cet aspect-là de ma vie professionnelle, même ma reconversion en fait, avec le recul, je me dis quand je vois beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se lancer, moi je me dis mais j'ai été bénie, je sais pas quelle étoile m'a accompagnée, mais en fait les choses se sont passées finalement, même si j'ai dû dépasser plein de choses, mais se sont passées quand même assez fluidement avec un succès qui m'a tout à fait correspondu et aujourd'hui encore ça m'anime énormément. Je continue de me mettre aussi des petits défis, de me nourrir à ce niveau-là, mais vraiment je suis extrêmement satisfaite. Et puis c'est que tard en fait que j'ai réussi finalement à débloquer tout ce qui concernait les problématiques dans ma vie amoureuse. Et puis je pense que j'avais fait une espèce de pacte avec l'univers parce que peut-être que si certains d'entre vous me connaissent déjà ou ont entendu parler de ma vie spirituelle, de ma médiumnité qui est une grande part de ma vie. Et puis à un moment donné, j'avais fait comme ça un pacte avec l'univers en lui disant, ben, écoute, si tu me donnes cette chance-là, moi je vais faire de mon mieux aussi pour transmettre les clés qui m'ont permis de débloquer ça parce qu'il y a eu pendant de nombreuses années où vraiment ça a été le désert, la solitude. Je me sentais complètement impuissante en fait. J'ai fait énormément de thérapie, plein de formations et tout ça, et je dis pas que tout a été inutile, mais il n'y avait pas de réel changement, pas de réelle transformation, et puis finalement j'appréhendais de plus en plus les premiers rendez-vous, où je m'ennuyais aussi de plus en plus, et j'avais fini par perdre tout espoir, et puis c'est finalement là que les choses se sont débloquées. Et que j'ai aussi pu mettre à profit, c'est vrai, peut-être certaines clés que j'avais réussi à apprendre dans toutes ces formations que j'ai faites. Mais c'est finalement en étant en relation et puis en créant finalement cette relation, en dépassant aussi mes blessures, mes blocages, pour vraiment aller avec mon conjoint toujours vers plus d'épanouissement, vers une relation qui nous correspondait de plus en plus de mieux en mieux, où on a appris à se connaître, où on a appris à dialoguer, à communiquer ensemble. On a appris aussi à se connaître, à s'accepter comme on était, autant individuellement
au niveau du couple. Et je dirais que vraiment là, les choses ont pris une ampleur et ont vraiment éclos, j'ai envie de dire. C'est un épanouissement qui est venu aussi au fur et à mesure de la relation. Et aujourd'hui, je réalise que moi, j'avais vraiment ce rêve de la rencontre. Et vraiment, la rencontre, c'est juste un début. C'est vrai que je crois que pour que cette rencontre puisse avoir lieu, on doit être prêt aussi, hein, disponible, parce que finalement on pourrait peut-être rencontrer le bon et puis nous-mêmes, on n'est pas en mesure en fait de supporter aussi le stress que ça représente les débuts de relation. Peut-être que certains d'entre vous me comprendront sur ce sujet. Donc je crois qu'on se prépare en fait à être cette personne qui est prête à entrer dans cette relation. On évolue et puis ça correspond à un instant où ça fait du sens pour les deux partenaires d'entrer en relation. Après on sait aussi, et j'en ai parlé dans des clés précédentes, que certaines relations sont vouées à durer toute une vie et d'autres seulement pour une saison. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, c'est toujours une magnifique rencontre si on peut justement, comment dire, dépasser et évoluer grâce à cette relation et en tirer finalement le meilleur parti pour en fait s'aimer mieux soi-même aussi, parce que ça c'est vraiment une clé. Et lorsqu'on est en couple, je trouve que c'est d'autant plus vrai, c'est-à-dire qu'on se rend compte que chaque chose qu'on n'a pas acceptée en soi pose un problème dans le couple en fait. Et donc si on veut vraiment aussi être épanoui en couple, on doit à mon avis travailler sur soi. Peut-être que pour certains c'est plus facile que ça l'a été pour moi. Ils n'ont peut-être pas tout ce chemin à faire. Mais en tout cas, si on est exigeant dans ces relations comme je peux l'être, ben on est aussi exigeant avec soi-même et on a aussi à cœur, c'est vrai, moi, de me développer, d'aller plus loin au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau de ma vie amoureuse, de ma vie de maman, de ma vie de thérapeute. J'ai toujours à cœur vraiment d'évoluer, de faire de mon mieux, sans pour autant, c'est vrai, que j'ai pas ce problème, en tout cas je l'ai plus, exigé de ne faire aucune erreur, parce que je crois que c'est aussi dans les erreurs qu'on apprend. Et justement, si je peux revenir peut-être avant de continuer aujourd'hui sur ces pensées que les hypersensibles ont, en tout cas que moi j'ai eu énormément dans de précédents échecs, c'est de se penser que c'est ces réactions et cette réaction-là, ce jour en particulier où on a dit ça ou on n'a pas dit ça, ou alors on aurait dû dire ça autrement, et puis du coup c'est ça qui a fait que tout s'est cassé, mais si on l'avait pas dit, peut-être que ça aurait pu, enfin voilà. Eh bien non, en fait, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça, puis heureusement beaucoup plus profond que ça. Deux êtres entrent en relation pour évoluer ensemble et puis cheminer finalement ensemble. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite. J'ai vraiment à cœur de transmettre ces clés pour que chaque personne qui a envie de construire ça, qu'elle puisse vraiment le faire avec les meilleurs outils, avec aussi toutes les informations que j'aurais aimé avoir peut-être plus tôt. Alors, un des déclics en fait, hein, un des aspects qui a le plus transformé ma vie amoureuse, c'est de comprendre mon hypersensibilité et l'impact que ça a eu sur ma vie amoureuse. Ça m'a permis aussi d'avoir un autre éclairage sur les échecs du passé, parce que je crois que en fait ce qui fait peur aussi, c'est que quand on a intégré finalement c'était notre faute ou que notre hypersensibilité était la cause, et finalement il y a un problème avec soi et on s'identifie totalement avec ça, et puis il faut absolument qu'on change, sinon on ne pourra pas être en couple. Et on a cette injonction de devoir se changer soi, puis en même temps on est en conflit, parce que évidemment qu'on ne souhaite pas avoir à changer. Il y a une partie de nous qui se dit mais pourquoi je ne peux pas être acceptée comme ça? C'est quoi le problème avec moi? Pourquoi je ne peux pas être aimable? Puis on n'arrive évidemment pas à renoncer à soi. Ou en tout cas, si on le fait, c'est temporaire, hein, parce que ça finit toujours par craquer. Et puis, ça m'a permis de comprendre en fait que beaucoup de mes réactions, c'était en lien avec mon hypersensibilité, avec peut-être aussi mon histoire, j'arrive pas à supporter l'injustice, j'arrive pas à supporter le mensonge, j'aime pas qu'on manque d'honnêteté avec moi, j'aime pas qu'on manque de transparence, et c'est des choses que je détecte très rapidement en fait, hein, je suis très sensible à ça. Et puis si je suis avec quelqu'un qui vient sempiternellement me dire que c'est moi qui suis trop compliquée, que je me fais des idées, etc. et puis que je suis susceptible, ça me met le doute en fait. Et puis au final, souvent, malheureusement, il s'est avéré que j'avais senti juste, mais parfois des choses que la personne n'avait pas encore senties elle-même, par exemple.
Donc vraiment de comprendre toutes ces perceptions que j'avais, très fines, très subtiles, de comprendre aussi mon empathie, de comprendre que parfois je ressentais les émotions qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à l'autre partenaire, de décoder tout ça, ça m'a vraiment permis, je dois dire, bon, j'ai aussi dû apprendre à communiquer là-dessus et puis aussi d'être avec le bon partenaire en fait, qui est à l'écoute et qui est sur ce même chemin. Donc c'est tout un tas de petits miracles qui ont dû avoir lieu pour que ça puisse finalement donner cette magnifique relation que c'est aujourd'hui. Mais en tous les cas, il est certain que d'apprendre mon fonctionnement, comment finalement, quel impact ça a sur ma psychologie, sur ma façon de voir le monde et sur mes besoins aussi en relation, ça a été vraiment la base de tout, finalement, de toute ma transformation qui a eu lieu depuis 2014. Alors, il y a aussi un élément qui a été très transformateur pour moi, c'est que j'adore la chimie, ça a d'ailleurs été mon premier métier, vraiment ça me passionne totalement. Alors c'est étrange peut-être me direz-vous, pour la plupart des gens c'est très compliqué, pour moi pas, en fait je trouve ça fascinant de pouvoir mettre sur papier ce mystère en fait qui se passe. La chimie c'est pas juste on va dire une usine qui crée des produits chimiques toxiques qui tuent des plantes vertes, mais c'est aussi comprendre la photosynthèse, comprendre ce qui se passe au niveau de la biochimie du corps humain, comprendre la matière dans son essence au niveau du microscopique. Et puis ce qu'on observe quand on étudie la chimie, c'est toujours des réactions en fait qui tendent vers un équilibre, c'est-à-dire il y a d'un côté ce qu'on appelle des molécules qui sont des réactifs, donc elles vont réagir ensemble. De l'autre côté, on a un produit, mais en réalité, la flèche va jamais dans un seul sens, elle est toujours dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a toujours en permanence, en fait, des molécules qui continuent de se transformer, des réactifs aux produits et également des produits aux réactifs. Et la quantité de produits par rapport aux réactifs dépend, si vous voulez, des conditions qu'on met en œuvre. Donc, dans les bonnes conditions, on a vraiment une réaction qui sera efficiente avec une proportion de produits qui sera importante, mais il restera toujours un peu de réactif. Et puis si les conditions sont mauvaises, il n'y a pratiquement pas de réaction qui va se passer. Et puis alors à ce moment-là, on doit jouer un peu avec les paramètres. Donc ça peut être dans certaines concentrations des réactifs, ça peut être la température, ça peut être la pureté des composants, ça peut être ajouté par exemple un catalyseur qui va tout à coup donner lieu à cette réaction. Et dans le corps humain, c'est pareil, hein, tout ça est finement régulé et c'est hallucinant le nombre de réactions chimiques qui se passent en ce moment même dans votre corps sans que vous n'en ayez aucune idée. Et par exemple, le corps a un système qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que lui, c'est un système qui va maintenir les équilibres un peu partout, les plus importants, le taux d'oxygène par exemple dans votre sang, le pH aussi sanguin. Et puis le corps met en branle tout un tas d'éléments pour permettre de garder en fait cette homéostasie, aussi de la température de votre corps. Et si quelque chose va mal, eh bien il va compenser en fait. C'est aussi ce qu'on fait nous en psychologie, les êtres humains, on compense beaucoup, on s'adapte et en particulier les hypersensibles, ils perçoivent un peu les besoins de l'autre, ce qui est en train de se passer, puis ils essayent de compenser pour maintenir un peu un équilibre. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et tout à coup, éventuellement, soit si ça dure pendant trop longtemps, si on prend pas suffisamment soin, par exemple si on stresse trop notre corps, tout à coup le corps est dépassé, il n'arrive plus à maintenir cette homéostasie et on entre dans ce qu'on appelle un déséquilibre qui peut aller jusqu'à la maladie. Dans les relations c'est pareil, c'est-à-dire que on peut compenser pendant un certain temps, mais si les deux personnes dans la relation, après ça peut être des relations à plus que deux, mais ça devient très compliqué, donc on va rester avec deux partenaires amoureux et puis chacun d'entre eux doit prendre à cœur en fait de maintenir cet équilibre dans la relation, parce que s'il y a trop de déséquilibre, par exemple s'il y a trop d'efforts d'un côté que de l'autre pendant trop longtemps, eh bien finalement la relation ne pourra pas perdurer. Et il faut savoir aussi qu'il y a certains de ces équilibres qui vont être du mauvais côté de la force, on va dire. C'est-à-dire que ça peut être des dynamiques qui sont à l'équilibre, mais qui sont toxiques. Par exemple, il y a des personnes qui sont perpétuellement en conflit, elles existent comme ça, elles sont à l'équilibre comme ça, mais elles sont quand même dans des dynamiques qui sont toxiques. À l'inverse, on peut avoir des personnes qui fuient totalement, par exemple, tous les conflits, qui se suradaptent en permanence. Elles sont aussi à l'équilibre, simplement c'est un équilibre qui n'est pas sain pour elles. Si vous voulez, un jour ou l'autre, la tension va être
trop grande et puis il y a quelque chose qui va lâcher et c'est souvent bienvenu parce que ça pousse aussi la personne à devoir évoluer pour pouvoir trouver un nouvel équilibre. Donc dans les relations, tout comme dans les réactions chimiques, finalement peut-être qu'une relation c'est une alchimie en fait entre deux individus qui évoluent ensemble. Voilà, il y a différents paramètres. Et puis on doit mettre aussi de l'énergie là-dedans, tout comme dans une réaction chimique, on met de l'énergie. Souvent on parle de chaleur, en fait, on doit souvent chauffer ou alors refroidir pour que la réaction puisse avoir lieu. Et bien dans une relation c'est pareil. Donc on va mettre de l'énergie dans la relation, de l'attention et la qualité aussi, on va dire, des réactifs, donc c'est-à-dire des personnes en jeu, et puis de l'énergie qu'on va y mettre va déterminer aussi le niveau, si vous voulez, d'épanouissement de la relation. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des relations qui tiennent et même sur du très long terme alors qu'elles sont toxiques, simplement le niveau d'épanouissement des deux individus sera moindre, ou en tout cas un des deux. Et ça, on parle on va dire, une dynamique qui est destructrice dans l'essence parce que même si les gens restent ensemble, ils vont certainement être malheureux et finalement peut-être même avoir des maladies, que ce soit mentales ou physiques. On sait, j'en ai déjà parlé, je pense, dans les précédentes vidéos, mais il y a une étude qui a été réalisée à Harvard durant plus de 75 ans et ils ont vraiment étudié, cherché à comprendre qu'est-ce qui rend les gens heureux. Donc ils ont regardé divers aspects, notamment les finances en fait, parce que souvent quand on est jeune, on croit que si on est riche, on sera heureux. Et en tout cas, moi, j'avais cette croyance assez forte et je me disais, il faut que je fasse un métier qui rapporte la sécurité financière parce que ça va me rendre heureuse. Alors, ça n'a pas du tout été le cas. Moi, ça m'a épanouie parce que c'était des sciences et puis j'ai adoré au début en tout cas, mais finalement, après, je me suis rendu compte que l'argent, ça suffisait pas. Il fallait vraiment avoir du sens dans ce qu'on faisait. Mais souvent, la jeunesse, on a cette illusion-là. Et puis, ils se sont rendus compte que c'est vrai quand même. On ne va pas non plus se mentir. Quand on ne peut pas payer ses factures, ça rend pas heureux, ça rend anxieux. Mais au-delà d'un certain seuil, en fait, il n'y a plus vraiment de bénéfice. C'est-à-dire que si on a suffisamment d'argent pour vivre, on va dire, de manière confortable, sans être dans l'opulence, mais dans l'abondance, mais de pouvoir payer ses factures, de pouvoir subvenir à nos besoins, on va dire. Après, c'est pas le fait d'avoir plus d'argent qui rend plus heureux. Non, non, c'est surtout d'avoir des relations qui soient épanouissantes. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, de quoi elle parle, c'est quoi cet équilibre, comment on fait pour le maintenir. Alors c'est vrai que c'est un petit peu subtil, c'est un petit peu subjectif, mais dans l'essence, vous comprenez un peu où je veux en venir. Souvent, l'hypersensible, il a tendance à prendre toute la responsabilité de la relation sur lui. Aussi parce qu'en fait, il est programmé pour ça quelque part. Il est empathique, donc il ressent aussi les besoins de l'autre. Il a à cœur de prendre soin de l'autre. Peut-être un peu moins chez les hommes parce que l'homme, dans son énergie, est plus, on va dire, dans l'action, et plus individualiste aussi, sans dire qu'il est égoïste, mais simplement il est plus enclin à prendre soin de lui d'abord. Pour nous, les femmes qui sommes aussi programmées, on va dire, génétiquement et anthropologiquement pour être c'est vrai qu'on a plus tendance à prendre soin de l'autre, mais en fait, on voit que les hommes hypersensibles, souvent aussi, sont quand même beaucoup dans la recherche du bien-être de l'autre, c'est très important pour eux. Et puis du coup, on va prendre toute la responsabilité sur soi aussi parce que souvent on a peur en fait, on ne veut pas perdre, on déteste en fait le conflit, on déteste ce qu'on ressent quand on se sépare de l'autre, c'est comme si on nous arrachait un bras. Une partie de nous, c'est terrible en fait, la douleur, elle est physique, elle est spirituelle, c'est affreux quoi. Donc on déteste ça, on va tout faire pour éviter ça et puis on va souvent tout faire aussi pour maintenir la relation alors que je crois qu'il y a un petit shift en fait de mindset ça veut dire état d'esprit à faire pour réaliser qu'en fait pour pouvoir avoir une relation saine, c'est d'abord avec moi que ça se passe. C'est-à-dire si moi je suis pas bien, j'arrive pas à être dans une bonne énergie pour prendre soin de la relation et puis je vais arriver comme ça dans l'attente et l'autre va devoir répondre à ses attentes et s'il le fait pas, moi je suis malheureuse, ça devient la faute de l'autre, etc. Et là c'est typiquement comme ça qu'on va entrer dans une dynamique qui est toxique et qui tire vraiment souvent les deux partenaires vers le bas.
Alors que si chacun peut prendre soin de soi et puis être bien lui-même, c'est-à-dire être en paix, être nourri dans les différents aspects de lui, ensuite il peut aussi nourrir la relation et chacun vient avec quelque chose qu'il a à apporter dans la relation. On n'est pas seulement en train de prendre, mais on donne et on donne, je dirais, les deux à l'équilibre. Parce que ça aussi, l'hypersensible, il va donner beaucoup et puis évidemment il se dit, ben, tout le monde est comme moi, tout le monde va donner beaucoup et puis quand ça vient pas en retour, alors ça peut être pour diverses raisons, hein. Ça peut être simplement que ben, l'autre n'est pas dans le même mood, c'est-à-dire il n'a pas forcément envie de créer cette relation avec vous, il n'est peut-être pas aussi autant à cœur de prendre soin de vous, ou peut-être que tout simplement c'est quelqu'un d'égoïste, de se centrer sur lui. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer en fait pour différentes raisons mais qui est très blessé et donc qui n'arrive pas en fait à entrer dans cette relation de profondeur. Il faut savoir que les non hypersensibles n'ont pas un tel besoin de profondeur, d'intimité, de partage dans les relations. Ça, c'est vraiment un truc d'hypersensible et ça j'ai réalisé ça et ça a été extrêmement douloureux et je me rappelle ça a été un gros deuil à faire et c'est probablement le plus grand deuil que j'ai eu à faire dans ma vie, c'était de réaliser que tout le monde n'avait pas les mêmes aspirations à ce niveau-là. Et ce qui posait d'ailleurs beaucoup de problèmes dans les premiers rendez-vous parce que ben, moi, pendant toutes ces années, souvent j'étais célibataire, ben, je ne savais pas que j'étais hypersensible, donc je ne savais pas du tout que j'avais cette tendance-là. Surtout, je ne savais pas que tout le monde ne fonctionnait pas comme ça. Puis moi, j'arrivais au premier rendez-vous, puis voilà, j'exprimais, je partageais de façon authentique. Et puis, je n'avais pas compris que ça m'était mal à l'aise, en fait. Et surtout, ce qui m'était mal à l'aise, probablement aussi, c'était que je percevais tout un tas de choses, et puis je posais des questions certainement beaucoup trop intimes que la personne ne pouvait pas entendre. Alors après, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête ça, donc je vais aller à ces rendez-vous, et puis je vais rien dire, je vais attendre qu'on me pose des questions, et puis je vais parler de la pluie et du beau temps. Donc j'avais même été sur Internet pour savoir quelles questions on pouvait poser et pas poser, etc. Sauf que laisser tomber, ça n'a pas du tout fonctionné, parce que j'avais l'impression de devoir jouer un rôle, je m'ennuyais horriblement, parce que alors, moi, le small talk comme ça, c'est-à-dire les petites discussions de la pluie et du beau temps, t'as été bon en vacances et tout ça, je supporte pas ça, ça m'épuise en fait d'une force. Et puis même si j'ai essayé, franchement, j'ai vraiment essayé, voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, j'ai simplement perdu le goût à faire ces premiers rendez-vous. Et puis voilà, je vous dis ça aussi pour que vous sachiez qu'il y a d'autres façons en fait de créer des couples que de faire des rencontres sur internet et puis d'aller à des dizaines de rendez-vous avec des parfaits inconnus, parce que moi on m'avait dit aussi c'est une question de probabilité à un moment donné. Voilà, il y a un temps d'hommes célibataires, et ben il y en a, c'est statistique, il y en a un sur je sais pas combien qui doit vous correspondre, sauf que moi étant hypersensible avec un fonctionnement particulier et puis aussi comment dire, d'autres aspects de ma personne, de mes attraits, de mes passions, ben, je ne corresponds certainement pas à la majorité des femmes, donc forcément, je n'allais pas être dans les mêmes probabilités. Donc, c'est pas juste en multipliant le nombre de rendez-vous que ça allait comme ça miraculeusement m'arriver. Au contraire, j'ai plutôt mis ma foi, en fait, dans l'univers, en lui disant, ok, bon, voilà. J'imagine que tu es au courant, moi je fonctionne comme ça, c'est pas simple, c'est certainement un peu spécial et tout ça, donc tu te débrouilles, tu trouves un moyen. Moi je sais pas quoi faire, j'ai tout essayé, j'ai pas de solution, voilà, tu te débrouilles. Et puis l'univers s'est arrangé. Et puis il a trouvé une solution. Et même pour dépasser, je dirais, ces angoisses du début de relation, finalement, voilà, il a trouvé aussi une solution. Donc l'univers est capable de tout et de bien plus ce qu'on peut imaginer. Donc moi, sincèrement, j'ai envie de vous dire, la technique, c'est peut-être les sites de rencontres ou pas, mais peu importe le moyen. Demandez vraiment, enfin, c'est juste ce que je vous suggère, demandez l'aide de l'univers. Et puis, il y a un truc que moi j'ai fait, ça m'a totalement paru fou. On m'avait dit qu'il fallait écrire ses souhaits sur une feuille et puis les mettre dans sa Bible. Alors peut-être que vous n'êtes pas chrétien et puis que la Bible ça ne vous parle pas, alors vous pouvez faire un petit rituel puis aller brûler ça dans un feu à la forêt, peu importe comment vous aurez envie de faire, mais de vraiment en fait poser cette intention, voilà à quoi ressemble le partenaire que j'ai envie de rencontrer, et puis d'avoir cette intention vraiment de créer cette relation équilibrée où chacun peut partager, on n'est pas obligé d'aimer moins, on n'est pas obligé de se forcer à aller moins profondément dans la relation, où vous pouvez vraiment être vous-même de façon authentique, et sachez que peut-être la probabilité, donc si c'est une question de probabilité, ça paraît impossible, mais que l'univers s'en fout total des probabilités, il peut vraiment tout faire, il peut vraiment
permettre à cette rencontre d'avoir lieu parce que c'est évident. Et moi, c'est pas uniquement parce que je suis médium, parce qu'honnêtement, avant de savoir que j'étais médium, j'avais déjà cette foi en moi très forte qu'il y a vraiment toutes des dimensions auxquelles on n'a pas accès, où il y a énormément de choses qui se jouent. Et pourtant, j'ai fait des études d'ingénieur, donc vous me direz, je suis quelqu'un de cartésien, et je crois que ça n'empêche pas du tout d'être cartésienne ni d'être terre à terre, mais simplement d'avoir conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au-delà et auquel vous pouvez apprendre à faire confiance. Et à mon avis, ça va aussi vous permettre d'aller plus en confiance et de laisser les choses se faire. Et ça, c'est aussi nécessaire pour qu'il y ait de l'espace, pour que cette relation se crée à l'équilibre. Parce que si je peux avoir confiance que l'univers me prend en charge mes besoins et que si c'est juste pour moi, je vais rencontrer le bon partenaire, eh bien, je suis moins dans le contrôle et moins dans la peur, moins dans les angoisses et tout ça. Et je peux un petit peu me tranquilliser, en fait, laisser les choses se faire. Et ça, vraiment, ça libère énormément. Je pense que c'est à chacun des partenaires de prendre soin de l'équilibre dans la relation et de s'assurer que cet équilibre est sain. Et comment je vais savoir, en fait, si je suis dans une relation qui est saine pour moi, ça va être aussi dans mon niveau de satisfaction par rapport à cette relation, c'est-à-dire que est-ce qu'on a suffisamment de moments à deux, est-ce que je sens une complicité, si je suis dans une relation de couple, ça va aussi se jouer dans la relation sexuelle, est-ce que ça me correspond, est-ce que je me sens vibrer en fait, est-ce que je me sens libre, est-ce que j'ai confiance, est-ce que je suis dans la joie, est-ce qu'on peut rire ensemble, est-ce qu'on peut parler de tout, est-ce qu'on peut juste aussi rester dans le silence, de façon tranquille. Et puis, mon niveau de santé, en fait. Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je suis en paix dans mon esprit? Alors là, encore une fois, je crois que c'est pas forcément à l'autre de nous mettre en sécurité. C'est évidemment quelque chose qu'on doit prendre en charge nous. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on peut faire tout le travail qu'on veut au niveau individuel. Si je suis en permanence dans une relation qui va me prendre toute mon énergie, je vais pas arriver à maintenir mon énergie. Donc s'imaginer que je peux rester comme ça en relation avec des personnes qui me prennent mon énergie, par exemple dans des interactions qui sont toxiques, qui sont manipulatrices, puis penser que moi je peux rester là sans rien changer, et puis que je vais pouvoir être heureux, à mon avis c'est un leurre. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est-à-dire chacun est responsable de faire sa partie du chemin, et puis chacun aussi est responsable de se retirer si ça ne lui convient pas. C'est-à-dire que on doit les deux être dans une démarche, en tous les cas, dans cette intention d'aller vers cette santé de la relation et d'avoir aussi cette capacité de se remettre en question et puis de cheminer ensemble vers la santé de la relation. Parce que si vous êtes la seule personne, en fait, dans la relation à être conscient de ça, à prendre soin de ça, et puis que vous sentez que vous devenez le psy de l'autre, ou en tout cas que vous essayez de lui faire comprendre des trucs, et puis que vous essayez de le faire communiquer, et puis que vous essayez de lui tirer les verres du nez, et puis que c'est tout le temps à vous de faire tout le temps tout le boulot. Alors je ne vous dis pas de quitter cette personne, hein, mais je vous dis juste peut-être dans l'énergie, retirez-vous un petit coup, faites un pas en arrière, regardez ce qui se passe. Ce n'est pas dire forcément mettre un terme à la relation, mais simplement au niveau de l'énergie, en fait, cessez de tout le temps donner, de tout le temps investir pour que ça puisse retourner vers un équilibre. Parce que c'est évident aussi que si tout à coup je donne trop, je suis tout en moi en train de prendre toute la responsabilité de la relation, il y a deux choses qui peuvent se produire. La première, c'est que l'autre, il n'a rien à faire. Voilà, pour lui, c'est confortable, donc il ne va pas prendre ses responsabilités. Si c'est quelqu'un qui aime prendre ses responsabilités, il va vite vous faire comprendre que là, c'est trop pour lui. En fait, il va se sentir envahi, puis à ce moment-là, il va forcément, lui, faire un pas en arrière, parce qu'il sent que vous venez trop vers lui. Et du coup, quand cette personne fait ce pas en arrière, si vous continuez de donner, puis encore plus, encore plus, vous avez peur de le perdre, lui, ça le fait que, ou lui ou elle, ça le fait que cette personne va se retirer d'autant plus. Et alors que vous, si vous mettez un stop à ça, vous faites un pas en arrière, ça lui laisse l'espace de revenir vers vous, si c'est juste. Alors là, bien sûr, la peur, c'est ensuite qu'ils ne reviennent pas parce que justement, j'ai arrêté de lui donner de l'attention, j'ai arrêté... Mais franchement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que s'il doit partir, il s'en ira. Maintenant, si son idée, c'est pas de partir, mais qu'il veut retrouver l'équilibre, lui, ensuite, il aura cet espace-là pour pouvoir lui aussi mettre ce qu'il a à mettre dans la relation. C'est-à-dire qu'en donnant tout le temps, on ne permet pas à l'autre de donner, il peut que recevoir, et puis ça crée un déséquilibre qui est sain ni pour l'un ni pour l'autre, et qui est peut-être confortable d'ailleurs, ni pour l'un ni pour l'autre. Et j'ai écouté récemment une vidéo où il parlait en fait il faisait cette métaphore avec un cadeau par exemple pour Noël. Donc je suis dans un couple, et moi, je vais offrir
à la personne pour Noël, je sais pas, un cadeau d'une valeur de 100 000 francs, et ben en fait, en retour, on se sent obligé de donner aussi un cadeau immensément grand. C'est comme si ça crée en fait, voyez-vous, une dette comme ça. Et puis, on n'est pas à l'aise avec ça en fait. On préfère y aller chacun. Alors, si on est tous les deux immensément riches et puis que 100 000 francs, c'est rien du tout, ben, il n'y a peut-être pas de souci, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je donne ma partie et puis l'autre, je lui permets aussi de donner sa partie, c'est-à-dire j'apprends aussi à recevoir. Donc, quelle est aussi ma capacité de recevoir dans la relation et est-ce que je permets à cette énergie surtout de circuler en fait. Voilà, ça doit être, si la relation est saine, ça veut dire que l'énergie circule, l'énergie est fluide et puis finalement l'énergie grandit parce que chacun donne dans la relation et donne à parts égales dans la relation. Et un moyen de savoir tout ça, bah déjà dans la relation à soi, bah, c'est ce niveau justement global en fait d'épanouissement, de bonheur en fait. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens paisible? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que je me sens compris? Après, voilà, il y a des situations dans la vie qui viennent mettre le chaos, qui viennent tout bouleverser. On est obligé de s'adapter. Ça peut prendre un temps, hein, évidemment. Comme je disais, si j'en reviens avec ma métaphore là, de la réaction chimique, ben en fait, la réaction avait un certain équilibre qui ne me correspondait pas, qui ne me convenait pas. J'ai envie de booster un peu cette réaction. Je change un paramètre pour lui donner un nouvel essor. Et pendant un temps, voilà, il y a le chaos de nouveau, jusqu'à ce que on retrouve de nouveau cet équilibre. Donc, c'est pas du tout l'idée de rompre la relation dès qu'il y a un problème. Mais c'est simplement d'être attentif au fait que chacun doit prendre à parts égales sa responsabilité. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si je suis avec quelqu'un qui me donne tout le temps la sensation que toute la faute est sur moi, il y a un problème dans la relation. Ça peut être chez lui, ça peut être chez vous, mais la plupart du temps, c'est chez les deux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une propension à penser que c'est tout le temps de sa faute, puis l'autre qui a une propension à penser que c'est jamais de la sienne. Et du coup, on est comme ça dans une situation où en fait, les deux protagonistes reconnaissent pas qu'ils ont une part en fait de responsabilité et que du coup ils ont chacun un pas à faire pour aller vers plus de santé dans la relation. Donc si vous avez l'impression d'être tout le temps coupable, il y a toujours un truc que vous avez fait faux, que vous avez fait mal et tout ça, vous êtes tout le temps vous le problème, vous êtes tout le temps compliqué et on vous le dit, voilà, là il y a un problème. Vous déjà vous êtes prêt ou prête à croire ça, donc c'est déjà là le premier problème. Donc ça a mis un doute en vous, vous dire ah oui peut-être que c'est moi 12 à vous faire ruminer, et puis l'autre en fait visiblement il ne prend pas ses responsabilités. Après souvent c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire il y a des dynamiques qui se mettent en place, on essaye de passer des messages en fait, et la plupart du temps ce que j'observe c'est que les deux personnes sont de bonne foi, mais se trouvent les deux dans un rôle en fait qui leur convient pas, qui est inconfortable, et puis ils transmettent ça d'une façon qui est dans le reproche. Et là souvent aussi c'est intéressant de prendre un pas de recul, de prendre soin de ça, soit de se demander un petit peu qu'est-ce qui se passe pour moi, parfois aussi d'avoir un regard externe, par exemple d'un thérapeute, ça peut aider pour remettre un peu de l'ordre dans ses idées, puis sentir aussi vraiment ce qui s'est joué pour moi dans la relation, et moi je prends soin de ça. J'attends pas forcément de mon partenaire qui lui aussi est dans l'inconfort, évidemment, lui aussi apparemment troublé par ce qui se passe, de prendre soin de moi, il peut pas dans ce moment-là. C'est vraiment à moi de faire ce travail, et une fois que je suis de nouveau un peu plus au clair, alors je peux arriver dans la relation en partageant en fait, plutôt qu'en reprochant ou en étant dans l'attente que l'autre finalement viennent me réparer moi, ça, il ne peut pas le faire. La plupart du temps, ce qui se joue, c'est soit les dossiers qu'on a mal fermés dans le couple, donc soit des trucs du passé qui reviennent parce qu'on n'a pas suffisamment en fait apaisé ça. Et ça peut être aussi des anciens traumas de l'enfance qui se rejouent ou de choses d'anciennes relations qui viennent tout compliquer. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Votre responsabilité, c'est de faire déjà un petit peu un bilan de vous à vous. Voilà, et de prendre soin de vos émotions. Et c'est vraiment là ce qui va coincer dans les relations et pourquoi les hypersensibles ont l'impression que leur hypersensibilité est le problème. C'est parce qu'il y a tout à coup des émotions qui submergent, on n'arrive plus à gérer, et c'est souvent parce qu'on ne prend pas cette responsabilité, ça, pour soi en fait, de prendre soin de nos émotions qui nous appartiennent à nous, quel que soit ce que le partenaire d'ailleurs aura fait ou pas fait, ou dit ou pas dit.
Donc, je sais aussi que je suis dans une relation équilibrée et saine quand chacune des parties peut prendre sa responsabilité et puis peut vivre avec le fait qu'il a fait une erreur et puis qu'il peut vivre avec l'idée qu'il va devoir s'améliorer en fait, même si on est encore en chemin. Rien que le fait de savoir ça, ça change tout, j'ai envie de dire. Prendre aussi sa responsabilité, ça veut dire quelle est la qualité de l'énergie que je mets dans la relation. Et c'est aussi à moi de mettre dans cette relation une belle énergie en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, je me sens pas bien, j'ai été blessée, etc., et que je veux absolument obtenir raison en fait, et puis réparation, et du coup, je vais rester là-dedans et je vais me couper, et je vais me couper la communication par exemple, dans des trucs un peu malsains comme ça on cherche à manger, ça franchement c'est ça aussi qui tue les relations. Si on peut grandir par rapport à ça, prendre sa responsabilité, être mature et dire ok voilà, moi je prends la responsabilité de mes émotions puis je vais partager avec mon partenaire ce qu'il en est, je peux tout à fait exprimer des possibilités d'amélioration pour lui, pour moi aussi. Et si vraiment ça se fait de manière honnête, franche et mature, c'est plutôt porteur pour la relation. Ça crée une intimité en fait, ça crée un partage. Et pour ça, il faut justement que je sois à l'aise avec le fait de ne pas tout le temps forcément avoir raison, de savoir que dans un couple, quand il y a une dispute, les deux ont raison. Les deux ont raison pour leur vision du monde, ça c'est sûr. Et puis si vous allez lui dire que lui il a tort et que vous avez raison, c'est déjà que vous avez tort. Ou inversement, hein. C'est peut-être pas facile à entendre, mais c'est comme ça en fait. On a tous raison pour ça. Pourquoi on est tous dans notre propre réalité? Et puis si je veux remettre en cause la réalité de l'autre, quelque part, c'est même pas à mon avantage parce que l'autre personne va se sentir accablée en fait. Et puis il va pas être dans l'écoute de ce que j'ai à dire. Donc je peux déjà valider la réalité de l'autre et ensuite lui parler de la mienne pour qu'il puisse comprendre. Lorsqu'une chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même. C'est Paolo Coelho. Donc ça, c'est très porteur, je trouve, parce que... alors c'est vrai que moi, je ne le vis pas dans mon couple, mais je le vis dans d'autres relations avec des êtres chers, où j'ai parfois le sentiment que je suis coincée, en fait. Je me sens coincée dans une dynamique relationnelle qui ne me convient pas, qui me prend de l'énergie. Et puis souvent, c'est moi qui ai eu le sentiment en tout cas d'avoir fait ce travail, de cheminer, d'évoluer en maturité. Et puis, il y avait une part de moi qui trouvait ça injuste en fait. Et j'ai réalisé après coup qu'en fait, c'est aussi peut-être moi qui ai fait le premier pas à ce niveau-là, c'est vrai, mais peut-être aussi que c'est moi qui avais les ressources pour le faire à ce moment-là. Donc en fait, j'avais un cadeau. J'avais un cadeau peut-être que l'autre personne n'avait pas. Ça, c'est aussi important de réaliser, ça m'a mis longtemps à comprendre ça, c'est que souvent, j'en voulais aux autres, finalement, de ne pas avoir les ressources que moi j'avais, sans réaliser qu'en fait, c'était un cadeau que j'avais. Donc, je devais plutôt être dans la gratitude. Alors là, je ne vous dis pas d'avoir de la gratitude pour tout le monde et de tolérer n'importe quoi, parce que je ne le fais pas moi-même. Moi, j'ai des limites claires et je m'attends à ce qu'elles soient respectées. Mais dans mon cœur, en fait, j'ai appris à conscientiser cette chose-là, c'est que peut-être moi j'ai les ressources pour évoluer, pour voir des choses que peut-être la personne, en l'occurrence dans cette relation, n'a pas. Et puis, eh bien, je vais le faire en premier. Parce que de toute façon, c'est comme dans l'histoire de la réaction chimique que je vous disais tout à l'heure, on change un paramètre dans la réaction et tout le reste va bouger aussi pour retrouver un nouvel équilibre. Et puis, si ça se trouve, vous bougez peut-être en premier parce que vous avez la force, la ressource à ce moment-là, mais tout le monde va quelque part devoir s'adapter autour de vous. Alors, il y a aussi des fois, quand on change, ça ne plaît pas aux autres, c'est clair. Et puis, il y a peut-être momentanément des conflits, des chaos, mais tout ça, c'est pour le meilleur, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché. Il y a un changement qui est en train de se passer, et puis tous les protagonistes, en fait toutes les personnes, et peut-être même certains vont encore au-delà, mais tout, c'est l'effet papillon en fait, tout va devoir s'adapter, et tout forcément, une âme qui s'élève élève le monde, disait Gandhi, c'est que voilà, peut-être que c'est vous qui le faites en premier, vous faites peut-être cette responsabilité, ça peut aussi être dans le couple, où c'est vous qui allez faire le premier pas, simplement, voilà, vous ne pouvez pas décider pour l'autre en fait, l'autre peut rester là où il est,
Mais de toute façon, s'il reste là où il est et que vous bougez, la relation va s'arrêter. Mais ça, vous y êtes pour rien. De toute façon, là, on se dit, ok, ben alors je change pas, je reste comme ça, mais on peut pas. À un moment donné, si le changement en nous est en train de s'opérer, s'il y a des mises à jour qui se font, parce que je compare vraiment ça à download d'un nouveau programme dans un ordinateur ou une mise à jour, en fait, tout à coup on clique pour faire la mise à jour. Moi ça m'énerve, ça tombe toujours au mauvais moment et puis je le fais, puis après on est là devant cet ordi, puis il n'y a rien qui se passe et tout ça, puis c'est tout noir, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Quand on a de la chance, on a un petit truc qui tourne comme ça qui dit download, download, download 0%, puis tout à coup ça s'arrête à 37%, on ne sait pas pourquoi, ça dure une demi-heure. On se dit mince, qu'est-ce qui se passe et tout, il n'y a rien qui... Et donc c'est un petit peu ça, des fois on est en train d'attendre et puis on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe et que les autres ne bougent pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on est prêt, le changement va advenir, on ne sait pas trop comment, et tout à coup, voilà, tout bouge, c'est le chaos. Et Deepak Chopra dit ceci, il dit tout grand changement commence par le chaos, c'est clair, hein, encore une fois, si j'en reviens à ma réaction chimique, c'est pareil, au début c'est le chaos, jusqu'à ce que justement tout se remette un petit peu en place en fonction de là où chacun en est, et puis qu'on retrouve justement cet équilibre. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de... Et souvent c'est les femmes qui bougent en premier, c'est pas toujours. Hein. C'est pas toujours, mais c'est vrai que c'est souvent les femmes qui débarquent dans un cabinet. J'imagine que c'est peut-être plus autorisé par la société, il y a peut-être d'autres raisons à ça, mais souvent c'est la femme qui va avoir le sentiment qu'elle avance en premier. Et puis, elles peuvent avoir peur, en fait, que leur mari ou leur conjoint les suivent pas, et c'est vrai que c'est sûr que ça fait peur en fait. Le problème c'est que si vous voulez vous arrêter de bouger et d'avancer par peur de le perdre lui, ben vous devez laisser partir une partie de vous-même quelque part. C'est comme si vous étouffiez quelque chose en vous, la vie qui essaie de s'exprimer à travers vous, et ça peut que rendre malade. Et de toute façon, à mon avis, c'est vain, parce qu'un jour ou l'autre, ça va finir par bouger, qu'on le veuille ou non. La vie, justement, c'est un peu des étapes comme ça qu'on franchit, des caps initiatiques. Certains parlent de saut quantique de conscience. Moi, j'ai vraiment eu aussi cette sensation-là, en fait, que ben, les choses se passent comme ça un petit peu en sous-marin. C'est un peu comme si vous avez déjà cultivé un jardin. Donc, on prépare la terre, on plante les graines, puis pendant hyper longtemps, on voit rien, mais il se passe un nombre de choses hallucinantes. Donc, la graine qui contient tout ce potentiel, en fait, elle meurt dans la terre et puis c'est ça qui permet finalement à une petite pousse de se créer. On ne sait pas du tout comment c'est possible, mais elle sait exactement dans quelle direction elle doit aller. Et puis il y a des racines qui descendent dans la terre et puis elle se fraye son chemin. Tout à coup, un jour, on voit la pousse, mais en fait, il y avait énormément de choses déjà qui se passaient sous la terre sans qu'on le sache. Et dans notre psyché, en fait, c'est un peu pareil. Les changements adviennent à un instant T. Et on croit qu'on peut les arrêter, mais c'est faux, parce qu'en fait, il était de toute façon déjà en train de se préparer depuis bien longtemps. Et puis, ben, une fois que le chaos est là, c'est déjà trop tard, j'ai envie de dire. Donc que vous l'acceptiez ou pas, ce changement, vous l'avez voulu, en tout cas une partie de vous, hein, l'a voulu, l'a mûri, l'a souhaité, et c'est peut-être difficile, c'est peut-être anxiogène dans le moment, mais c'est pour le mieux, c'est sûr, et plus quelque part j'accompagne ça avec le plus de sagesse possible, et moins je vais devoir souffrir, quoi qu'il en soit, peut-être qu'on ne peut pas éviter, hein, donc tout changement... je veux dire, nécessite aussi une part de deuil, c'est-à-dire que même si c'est inconfortable, on doit laisser l'ancien derrière nous. Et dans les relations de couple, c'est aussi comme ça, il y a un peu des phases comme ça, puis ensuite la relation se transforme, et puis quelque part on dit adieu à l'ancienne dynamique, même si vous êtes dans le même couple, en fait, avec la même personne, la dynamique change. Peut-être parce qu'il y a un enfant, par exemple, qui arrive, ou un enfant qui quitte la maison, ou un deuxième enfant, ou je ne sais pas, un changement de vie, qui fait que ben voilà, les choses doivent se remettre à jour. Donc il y a une part de souffrance qui est liée au deuil, en fait, de l'ancien. Et ça, probablement qu'on ne peut pas l'éviter. Mais de toute façon, c'est clair que toute l'énergie qu'on met à essayer de réfréner ces changements qui sont nécessaires, finalement, cette énergie-là, elle est perdue. Et puis l'idée aussi pour être dans une relation saine et équilibrée, c'est de sortir de ce triangle en fait de Karpman. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, par exemple qu'est-ce que la manipulation. Donc c'est ce triangle de la victime, du persécuteur et du sauveur. Et ça vraiment, c'est des états en fait, hein, c'est des rôles qu'on prend quand on est immature émotionnellement, et c'est de pouvoir détecter quand est-ce qu'on est dans ces états, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on y va tous de temps en temps. Et l'idée c'est de pouvoir prendre
de plus en plus de maturité pour pouvoir sortir de ces rôles-là, pour aller vers des rôles qui sont plus dans la santé, qui sont plus équilibrés, qui sont plus matures. Après, il y a aussi des gens qui sont extrêmement doués pour nous remettre dans ces rôles. Et ces gens-là, malheureusement, il faut les détecter parce que ce n'est pas de leur faute, ils ne font pas exprès, mais eux, soit ils existent dans ces rôles-là, soit ils n'existent pas. Donc évidemment, comme c'est une question de survie, ils vont rester dans ces rôles-là. Et si vous interagissez avec eux, c'est obligatoire que vous preniez un des rôles, ou sinon vous éjectez. Et franchement, des fois, vaut mieux éjecter. Donc voilà, la victime, c'est celle qui subit, qui se plaint, qui s'apitoie. C'est jamais de sa faute. Voilà. Elle, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Et puis elle est toujours à plaindre. Et puis quelque part, elle n'a pas envie non plus. Ça, j'aime pas forcément dire des choses comme ça, mais elle n'a pas les ressources en elle pour évoluer, en fait, pour prendre soin, finalement, pour prendre la responsabilité de ce qui lui est arrivé. Évidemment, elle n'est pas coupable parce qu'elle est victime, mais si elle ne prend pas la responsabilité d'aller mieux, de choisir, en fait, de sortir de cet abattement, eh bien, finalement, elle ne va jamais aller vers la maturité. Le persécuteur, lui, critique, il ironise, il dévalorise, il prend le pouvoir par la peur, en fait, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très, très destructeur. Et cette personne-là, pareil, si elle reste dans ce rôle-là, vous êtes obligatoirement soit le sauveur, soit la victime, mais vous finissez toujours un petit peu victime. Il faut savoir aussi que souvent on passe d'un rôle à l'autre comme ça, donc c'est pas aussi simple. Souvent la victime devient le persécuteur, notamment parce que tout est toujours de votre faute, donc finalement vous êtes persécuté par votre victime. Et puis le sauveur, en fait, lui, il ne peut pas s'empêcher d'aider, et souvent sans même qu'on lui demande. Et puis finalement, vous êtes obligé de vous laisser aider et de vous laisser infantiliser. C'est aussi ça le problème avec le rôle du sauveur, c'est qu'il est très infantilisant. Donc, alors c'est pas toujours simple de détecter quand on est dans ces rôles-là, mais c'est un peu un exercice, ça s'apprend. Et puis ça s'apprend aussi surtout des techniques pour sortir de là, parce qu'on est un peu, quand on est là-dedans, on est un peu comme dans un brouillard. Et puis la théorie du triangle de Karpman, c'est que finalement il y a toujours un bénéfice qui est évidemment négatif, mais finalement on se sent toujours mal là-dedans. Et ça aussi, c'est un des signes, si vous êtes dans ces rôles-là qui sont finalement immatures émotionnellement, vous allez vous sentir mal. Donc c'est pas possible d'être là-dedans et d'être épanoui, ça c'est clair. Donc c'est clair que si votre souhait, votre envie, votre intention, c'est d'être épanoui en relation, ça va être de votre responsabilité de sortir de là. Et ça veut dire lâcher son rôle, ça veut dire lâcher le rôle peut-être du persécuteur, de la victime ou du sauveur. Et effectivement, apprendre à changer de rôle, choisir de sortir de ce triangle et aller vers la maturité émotionnelle, ça nécessite aussi de prendre ses responsabilités, de communiquer clairement mes besoins et puis d'entrer dans un dialogue avec l'autre où je vais chercher à décoder aussi et à comprendre la réalité de l'autre, sachant qu'évidemment c'est à l'équilibre, donc l'autre fait de la même en fait à mon égard. C'est vraiment des dynamiques ensuite comme ça positives qui se mettent en place et ça devient de plus en plus facile en fait de faire ce chemin-là. Encore une fois, je trouve que souvent on a cette tendance à se dire soit on a tous les torts ou soit c'est l'autre qui a tous les torts, et dans ces cas-là on a tous les deux torts parce que les torts sont toujours partagés. Et si ça fonctionne dans une relation, les deux personnes sont aussi responsables du fait que ça aille bien, elles font chacun une partie du chemin et aussi une partie des efforts, parce que c'est clair que d'être bien dans une relation avec un autre, ça demande du travail. C'est un travail, je trouve, qui est payant, et le bénéfice est immense, mais c'est ma responsabilité de le faire. Déjà de prendre soin de moi, de mes émotions, et puis de communiquer ça de la bonne manière et d'apprendre aussi à le faire avec l'autre personne. Pouvoir communiquer aussi son amour, mettre de l'énergie positive dans la relation, une intention positive. Et là, ça va être aussi d'utiliser le langage de l'autre. Donc, il y a un livre magnifique qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui aide à comprendre en fait qu'on a tous une façon de se sentir aimé, une façon de transmettre, de donner notre amour. Et il y a beaucoup de conflits dans les couples qui viennent d'une incompréhension de ça. C'est-à-dire, quelle est la façon dont vous sentez aimé ? Est-ce que c'est lorsqu'on vous le dit? Est-ce que c'est lorsqu'on vous fait des cadeaux? Est-ce que c'est quand on vous soutient? Voilà, quelles sont les attentions qui vous touchent? Quels sont vos besoins dans la relation? Et puis de comprendre en fait que l'autre,
n'a pas forcément les mêmes codes, le même langage que vous, et si vous voulez que l'autre personne se sente aimée, c'est à vous de comprendre quel est son langage à elle pour que ça fasse vraiment mouche, j'ai envie de dire. Si par exemple moi je suis quelqu'un qui apprécie qu'on lui fasse des compliments, eh bien mon conjoint, même si lui il n'a pas besoin d'avoir des compliments, peut-être qu'il doit apprendre à m'en faire, en l'occurrence c'est pas le cas, mais pour dire, il doit peut-être apprendre à me faire des compliments pour que moi je puisse me sentir aimée et nourrie dans mon langage à moi. De la même, peut-être que mon partenaire, lui, il va se sentir aimé quand j'ai des attentions pour lui, quand je lui fais des petits cadeaux, des petites surprises. Et même si moi, c'est pas mon langage à moi, je vais apprendre à le faire pour lui afin que lui se sente aimé. Donc c'est aussi ça qui donne de la richesse dans la relation, c'est quand je peux commencer à me demander, ok, qu'est-ce qui pourra faire que lui va se sentir aimé? Comment je peux faire ma partie pour que lui se sente nourri? Et c'est pas forcément dans l'attente inconsciente que lui le fasse ou pour lui faire comprendre que, mais c'est simplement cette envie de partager en sachant que ça reviendra en retour parce que je suis dans une dynamique qui est équilibrée et je le sais en fait, j'ai pas besoin de le vérifier, on sait tous les deux qu'on est dans la même démarche. Et peut-être que c'est intéressant pour vous de lire ce livre et aussi de le faire lire à votre partenaire parce que ça peut vraiment, comment dire, éclaircir beaucoup de malentendus. Ça, je pense que ça fait vraiment partie des responsabilités qu'on doit prendre dans une relation pour qu'elle fonctionne. Et puis, sachez que si l'autre est heureux dans la relation, ben, c'est tout bénéfice pour vous parce qu'il va mettre aussi, lui, une belle énergie dans la relation, lui ou elle. Encore, bien sûr, j'ai tendance à dire lui parce que je suis une femme, mais c'est évident que ça va dans les deux sens. Chacun fait la moitié du chemin et si justement lorsque je donne à l'autre et que l'autre ne me donne pas en retour, ben moi j'intègre le message, ben c'est moi le problème, c'est parce que je ne suis pas aimable, il faut que je donne encore plus pour qu'il voit à quel point je suis une belle personne. Vous entrez dans cette dynamique déséquilibrée et là vous êtes coincé. Alors que ok, je fais ma partie, je donne ma partie, peut-être même que je peux le faire en premier, mais je laisse ensuite à l'autre la liberté et l'espace pour donner en retour et j'accepte moi de recevoir. Voilà cette 6e clé de l'amour hypersensible qui s'appelait la voie du milieu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura apporté des clés. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me partager un petit peu vos impressions par rapport à cette vidéo qui était donc l'avant-dernière vidéo de la série Les 7 clés du bonheur en amour quand on est hypersensible. À très bientôt.